Bonjour Déborah Brosto. Bonjour Raoul. On parle aujourd'hui de ton livre qui s'appelle Les désirs guerriers de la modernité, qui est paru au Seuil. Tu es philosophe et chercheuse, tu es aussi membre de l'équipe des éditions Météor. Et c'est un livre qui parle, comme son nom l'indique, des désirs guerriers et des désirs guerriers de la modernité, et qui se pose la question de euh, pourquoi on fait la guerre aussi bêtement que ça en fait, et qu'est-ce que ça nous fait en tout cas de faire la guerre ou de pas la faire. Comme c'est mon habitude dans les entretiens, j'ai lu le bouquin, j'ai marqué les pages qui m'intéressent, j'ai pris quelques petites notes, et on va en discuter ensemble au fil de mes notes et au fil des sujets que j'ai retenus. En tout cas, c'est un bouquin où j'ai appris plein de choses, qui m'a ouvert plein de questionnements qui, je pense, sont super importants et super utiles. Généralement, et peut-être encore plus particulièrement aujourd'hui, dans la période qu'on vit. On en a parlé un peu avant, mais je te propose qu'on commence peut-être par ce qui est aussi le premier chapitre du livre, où tu mets le cadre, de l'Europe comme un cadre assez fondateur sur, la paix, la guerre, l'avant, après, notamment Seconde Guerre mondiale, mais pas que. Et où tu expliques que, un des fondements de l'Europe, c'est aussi, une illusion de la paix, et de nous faire croire, entre guillemets, je dis pas ça de manière complotiste, mais en tout cas de faire exister un mythe comme quoi, l'Europe serait en paix, et qu'en fait, l'Europe, c'est peut-être, plus, une manière qu'on a eue de délocaliser la guerre, quoi. Ouais. Mmh. Ouais, merci. Mais écoute, ouais, ce truc de l'illusion de la paix, bon, je vais un peu revenir aussi sur ce terme d'illusion parce que justement j'essaye de prendre ce mot-là avec prudence, mais c'est vrai que c'est un moment un peu, étrange là aussi, enfin le fait que le livre sorte maintenant, même si en fait, au moment dans lequel on est, ça prolonge des choses dans lesquelles Mmh. on est depuis, février 2022, depuis le début de l'invasion, de l'Ukraine par la Russie. Mais oui, en tout cas, là, depuis quelques semaines, tous les jours, on entend cette idée qu'effectivement, le rêve de paix, c'est fini, qu'il faut sortir de cette illusion qu'on pourrait être en paix, et cetera. Alors, pour moi, c'est un peu perturbant puisqu'effectivement, dans tout le début de mon livre, c'est justement une remise en question de cette espèce de rêve, Mmh. européen, mais justement pas au même sens que dans le sens, qui circulent actuellement, dans les médias, dans les discours politiques et cetera, où, hem, ce qu'on entend maintenant quand on dit en fait, cette idée, hein, d'un retour, du spectre de la guerre ou voire Mmh. même plus que le spectre, hein, mais un horizon quasiment inévitable et cetera. Le récit qui vient un peu avec ça, c'est de dire justement, en fait, voilà, nous on était en paix, on était Mmh. tranquille, on était là, pacifique, on avait baissé les armes, on s'en faisait pas trop et cetera et là maintenant c'est fini, il faut qu'on redevienne guerrier. C'est un peu ça, le discours dans lequel on est, pour Mmh. le moment. Et ce discours, en fait et c'est de ça que j'essaye de parler justement, c'est-à-dire, c'est en fait, c'est un peu bizarre quand on y pense. Cette évidence avec laquelle on peut dire: «On était en paix et puis maintenant c'est fini» ou «C'est pas fini» et cetera. Mais en tout cas, cette évidence de l'idée qu'on était, en paix justement parce que et c'est ça que tu évoquais, hein, quand tu parlais c'est quoi le terme que tu as utilisé? La Délocalisation. délocalisation, le Ouais, terme de Françoise Vergès. ouais. C'est qu'en fait, non, on n'était pas en paix, en fait. On n'était pas en paix, on nos armées, elles étaient, engagées, enfin, elles le sont toujours dans plein d'endroits, dans plein de, conflits armés, nos Mmh. économies, elles sont liées à des guerres, notre histoire, enfin, on était vraiment empêtrés déjà dans des guerres liées à des guerres et et pourtant et c'est ça que la question que je enfin, c'est ça la question que je pose, c'est pas juste de rappeler le fait qu'en fait, cette paix, elle était beaucoup plus armée et beaucoup plus guerrière qu'on ne le prétend. Mais la question que je pose, c'est de se dire comment ça se fait que alors même qu'en fait on le sait très bien, qu'on n'était pas en paix au sens où c'est présenté, pour le moment et pourtant, quelque part, on a quand même pris un peu part à ce rêve. Comment est-ce que ce rêve, il s'est maintenu?
Et justement, c'est pas qu'on nous aurait caché des choses, c'est pas qu'on n'aurait pas accès aux informations, qu'on n'aurait pas accès aux images, qu'on n'aurait pas accès à notre histoire. En fait, on a accès à tout ça, tous ces liens, on y a accès, tout le monde le sait un petit peu, même si on connaît pas les Mmh mh. détails et cetera. Et du coup, c'est cette question-là que j'essaie de poser, c'est comment est-ce que ce rêve, qui n'est pas un rêve de paix, et que je reformule en disant: «C'est pas un rêve de paix, c'est un rêve de séparation». C'est un rêve de séparation. En gros, c'est l'idée que, ben oui, on peut faire la guerre, on peut être, engagé dans des conflits armés et cetera, du moment que la réalité de la guerre, elle affecte pas la nôtre. Du moment que nous, quelque part, on peut rester à distance, on peut rester séparés de cette réalité. Mmh. Heu, alors là, effectivement, heu, là, ça nous va quelque part. Là, mais donc c'est autre chose que de la paix, c'est un rêve de séparation. Avec, Heu, avec cette idée qu'en plus, quand on va, entre guillemets, «faire la guerre» ou les endroits où il y a la guerre, où on est impliqué, heu, c'est toujours un peu des guerres pour la paix, quoi. C'est toujours un peu des endroits où on va pour pacifier, mmh, s'interposer, pour sauver, on a l'impression que c'est jamais des guerres de conquête. ouais, en tout cas, Alors, c'est ouais, c'est jamais dit comme ça et voilà, ouais, alors que parfois elles sont vraiment impérialistes. Enfin, je veux dire, il y a des enjeux de territoire, de pouvoir et cetera. mmh. Mais, voilà, il y a toujours une excuse un peu, vertueuse, quoi. C'est ça, c'est des guerres qui sont très innocentes, pour reprendre un terme d'Horia Boutelja, qu'elle Mmh, reprend à James Baldwin et cetera. Réussir à, réussir à faire la guerre tout en, se vivant soi-même comme incarnation de la paix, mmh, voire comme tout en se vivant comme une sorte de remède, à la guerre. Et effectivement, ça va avec tout un langage, de la pacification et cetera qui donne corps quelque part, à ce rêve. Et voilà, et du coup, la question qui me semblait importante et j'essaye un peu de développer, c'est de se dire, comme je disais, qu'est-ce qui nous anime pour que ce rêve tienne? Et ça, je pense que la piste de l'innocence, c'est-à-dire se vivre soi-même comme innocent, en fait, mmh mh, c'est un moteur énorme, et comment ça tient? Qu'est-ce qui fait que ça tient? Comment est-ce qu'on arrive hem, à se raconter quelque part, qu'on incarne la paix, qu'on est dans la mmh. paix et cetera? Qu'on Ça, arrive c'est à croire à ça, quoi ouais, et comment à on jouer arrive le à y croire? jeu, Et mmh, là, je m'étais intéressée à, des passages de Simone Veil enfin, qu'elle écrit dans un tout autre contexte, mais ça résonne, très fort, qu'elle écrit, c'est au tout début de la Deuxième Guerre mondiale et c'est juste avant, je sais plus, enfin bref, c'est ce contexte-là. Et elle parle de ce qu'elle appelle l'art de mettre à part. Elle dit: «L'art de mettre à part, c'est justement, hem, le fait d'être lié à des violences, mais de surtout pas faire le rapport, de surtout pas se mettre en rapport avec les violences auxquelles on est lié». mmh, Hem Et alors elle essaye de décrypter c'est quoi le type d'agentivité ou de volonté, en fait, qui accompagne cet art de mettre à part. Et c'est en ça que je disais que c'est autre chose que de l'illusion. Parce que, une illusion, quelque part, l'illusion de la paix, ça veut dire qu'il suffit de la déconstruire. Il suffit de la mmh, déconstruire, il suffit de rappeler, il suffit d'informer et l'illusion, elle s'évapore, quoi. oui. Oui, il y aurait un Et rideau, il suffirait d'ouvrir le rideau et ah, ça y est, quoi. On voilà. verrait que qu'il y a la guerre derrière, mais c'est pas ça. C'est pas ça, justement, et ça, c'est la question, du coup, que Simone Veil, elle me permettait de poser, c'est quoi toute l'agentivité qu'il faut pour réussir à continuer à faire comme si, heu, on n'était pas en guerre, à faire comme si, on savait pas, à faire enfin, voilà, toutes ces pratiques qui consistent quelque part à se mettre à part, justement. Et ça, je pense que je sais pas, j'y repensais, ça, j'en parle pas directement dans le livre parce que ça nous aurait amené vers, encore un tout autre contexte et cetera, mais il y aurait toute une histoire de la violence à écrire, je pense, à partir de, justement, tous ces gestes qui consistent à, hem, être impliqué tout en ne se sentant pas impliqué. Ouais. Par exemple, Tu parles d'un patron, ça, c'est ça? c'est un exemple de Simone Veil, Ouais, où elle dit, ouais, où elle parle aussi de l'émotivité, où elle dit: mmh, «C'est pas juste, hem, ce dont il est question dans le fait de mettre à part, c'est pas juste d'être insensible, on serait juste insensible et cetera». On peut aussi être très sensible, mais pas mettre en rapport. Elle prend le cas d'un patron d'usine où elle dit: «Le patron, il a 100 ouvriers, qui vivent dans la misère et il peut très honnêtement avoir pitié de ses ouvriers, mais il forme pas le rapport, quoi». Elle ouais, dit: «Ça, c'est l'art de mettre à part». Hem oui.
Ça, Voilà. c'est vrai, enfin, on le voit dans des conflits armés où on voit les victimes et où on croit parfois à tort que, montrer, les charniers, montrer les victimes, montrer la destruction, ça va faire que d'un coup, Ouais, des gens vont prendre conscience: «Ah mais mon Dieu, c'est horrible, il faut qu'on arrête». Alors que ça marche rarement en fait. ouais, si Heu, on ne met pas en rapport, si Si on on met pas un l'articule rapport, pas, si on c'est ça. n'explique pas, ouais. Et c'est en ça que, l'inverse de mettre à part, c'est pas, se rendre sensible, c'est Mmh. pas juste, être ému, devant les photos, des morts, des ruines et cetera, mais c'est, articuler ce qui se passe à notre situation et se demander, sur quoi on peut avoir prise quelque part. C'est ça, Mmh. et on le voit très bien, enfin moi je trouve ça toujours très surprenant la capacité qu'on peut avoir, à être surpris. Par exemple, après le 7 octobre, le nombre de gens qui ont dit: «Attention parce que ce qui va se passer là, ça Mmh. va être horrible. Ouais. Heu, tous les leviers qu'on a, il faut qu'on les saisisse». Heu tout l'effort qui a été mis pour dire: «Non, non, attendez, c'est pas le moment, là, c'est pas enfin, attention, c'est pas le moment, il faut se concentrer sur ce qui s'est passé le Mmh. 7 octobre». Enfin, on sait très bien tout ça. Toute l'énergie qui a été mise quelque part et puis là, ça fait quoi? Ça fait un an et demi, quoi, Mmh mh. et alors on voit comment, ça continue, ça continue, ça continue et tu as à chaque fois des espèces de moments de surprise, voilà. Après plusieurs mois, Gaza totalement en ruine, il y a des gens qui sont un peu surpris, ils disent: «Bon OK, effectivement, peut-être on n'avait pas pris la mesure» et cetera et puis derrière, tu as des gens qui disent: «Mais enfin, nous ça fait enfin, en fait, il y a 75 ans d'histoire derrière qui permettaient de prendre la mesure de ce qui allait se passer». Et là encore aujourd'hui, les trêves qui sont pas respectées, c'est Mmh. reparti et cetera et tu as des gens qui disent: «Mais OK, en fait, peut-être qu'on ne devait pas autant se focaliser sur le fait qu'il fallait pas utiliser le terme de génocide». Hem, donc mais cette espèce de surprise, tu vois? Mmh. De quel effort il a fallu mettre pour qu'on continue encore maintenant, encore aujourd'hui, à être, à être si surpris, en fait, de l'ampleur de la violence, voilà, c'est ce genre de questions-là qui m'a intéressée, de se demander, comment on fait, Et tu penses du coup que ça voudrait dire que ce qui fait que d'un coup il y a une réalisation, c'est pas la vérité révélée, c'est-à-dire c'est pas: «Regardez, la guerre est vraiment mmh, là, les images et cetera». C'est le moment où il y a cette, mise à part qui est un peu, ébréchée quoi, ou qui casse. C'est-à-dire qu'à d'un coup, c'est plus si à part que ça. Du coup, on fait un lien où on reconnecte avec nous-mêmes et c'est ça, enfin avec nous ici, je sais pas, et c'est ça qui ferait que peut-être d'un coup les gens réalisent en faisant un lien. bah, je dirais, ouais, il y a 2 choses. Il y a d'abord un truc un peu plus de démarche. C'est ça, pour le coup, c'est quelque chose que je dois, alors et à Isabelle Stengers et à Horia Boutelja, qui sont Mmh. 2 autrices, et d'autres d'ailleurs. Il y a aussi, notamment Donna Haraway, enfin qui sont toutes des autrices qui ont pensé, ce qu'elles ont appelé des pratiques de non-innocence, Mmh mh. qui est justement pas, dire, «On est tous coupables» et cetera, mais qui est de dire, en fait, il s'agit de poser un regard sur les situations d'une manière qui nous engage. Il s'agit pas juste de porter un regard critique, on va dénoncer les violences, on va dénoncer et cetera, comme de nouveau quelque chose qui serait en dehors de nous. Mais on va se demander comment est-ce que, justement, nous, on est liés à cette violence, à son histoire, à comment on en bénéficie aussi, souvent. Donc et ça, c'est ce qu'elles appellent les pratiques de non-innocence. Donc ça, je dirais que c'est plutôt quelque chose en termes de quel regard on pose sur les situations, heu, comment est-ce qu'on articule un diagnostic et puis après, plus concrètement, bah, la question de savoir sur quoi on a prise, bah, c'est ce que font, enfin, c'est ce que fait le mouvement BDS depuis, Ouais, longtemps, de se ouais. demander voilà, c'est ce qu'ont fait les occupations, des universités dans les mouvements pour la Palestine, c'est de dire: «Bon, alors, heu, par où est-ce qu'il y a une alliance qui passe? Où est-ce qu'il y a un partenariat? Où est-ce que, nous, on est en train de bénéficier de produits, de consommer des produits qui sont, le fait de la colonisation en Mmh mh. Cisjordanie? Où est-ce qu'il y a un partenariat avec une université qui, en fait, est en alliance avec, avec l'armée, Ouais. israélienne et cetera. Donc c'est se demander par quoi ils passent tous ces liens et ce qui m'intéresse, c'est que c'est justement des situations où ces liens, ils sont pas si en un sens, ils sont aussi pas si évidents à établir, au sens où justement il y a beaucoup de médiation, en fait. Mmh mh. Il y a beaucoup de médiation et donc effectivement articuler, c'est tout un travail et je pense que il y a vraiment un enjeu à honorer tous les gens qui font ce travail, très précis d'essayer de cartographier par où ils passent ces liens Ouais. et un diagnostic aussi à poser sur toute l'énergie de nouveau qui est mise pour, ne pas faire importer ces liens, pour,
pour disqualifier, en fait, ces tentatives de cartographie. Et ça, on l'a encore bien vu, on le voit bien depuis 1 an et demi. Et aussi les pratiques, je sais pas, c'est encore un peu autre chose, tu vois? Mais, dans les pendant les occupations, par exemple, à l'ULB, Ouais. le, le la focalisation qu'il y a eu sur, la question des dégradations, tu Ah vois? ouais. De la salle qui était occupée, tu vois? Mmh. Cette espèce de choc de: «Ah, il y a des graffitis, il y a des trucs un peu cassés» et cetera et tu te dis, en fait, tu as des étudiants qui sont là et qui disent, hem: «En fait, là, ce qui se passe, nous, tant qu'on fait pas quelque chose, on peut pas bouger, en fait, c'est pas possible». Heu et en fait, tu te dis: «Mais enfin, si les gens, ils voulaient voir où était la casse, c'était pas par là qu'il fallait regarder, quoi». Ouais. Et tu te dis comment enfin, c'est fou ces pratiques de captation, de déviation de l'attention, et comment est-ce que enfin, voilà, quelle est Mmh. l'agentivité Ouais. là-dedans? Avec ouais, l'innocence est têtue, quoi. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. qu'elle cherche vraiment Mmh, toujours plutôt des manières de se rassurer dans son innocence que mmh. plutôt des manières de se saboter, quoi. Ouais. Ouais, c'est un truc dont on parlait, et j'ai vraiment pas ça pour, essayer de nous comparer, aux Mmh. nazis ou un truc comme ça. C'est pas ça l'enjeu du lien, mais en tout cas, c'est quelque chose dont parlait très, très bien Primo Levi Ouais. dans Les Naufragés et Les Rescapés, donc c'est un livre qu'il écrit 40 ans après Auschwitz et toute la fin du livre, parce que donc Primo Levi, il a écrit, mais il a aussi beaucoup, été dans les écoles et cetera pour parler, pour porter, témoignage. Et du coup, il a reçu beaucoup de lettres, et cetera et en fait, à la fin du livre, il revient sur certaines de ses interactions et certains retours et cetera et il parle notamment des lettres, d'Allemands qui, lui écrivent pour dire, hem: «Mais enfin, nous on ne savait pas, on ne pouvait pas savoir». Mmh. Enfin, tout ce truc qui s'est construit, dans on va dire le premier après-guerre, où, tout un enjeu, c'était de dire qu'on ne savait pas, qu'on n'était pas au courant, qu'on avait été manipulés et tout ce qu'on veut. Et Primo Levi, il est très intéressant parce que alors, évidemment, il dit 2 choses. D'abord, il dit: «En fait, bien sûr que si, les gens savaient, Ouais. bien sûr que si, les discours génocidaires, en fait, c'était des discours publics, sous le nazisme. Il y a jamais eu de secret à ce niveau-là. On parlait d'exterminer, la vermine juive, enfin, tout ce vocabulaire, c'était un discours, public». Mmh. Hem, on voyait bien les politiques, qui étaient appliquées contre les juifs. Enfin bon, tout ça a été très public et en fait, dire qu'on ne savait pas, ça ne tient pas du tout la route. Donc en ce sens, il y a du mensonge. Mais en même temps, ce qu'il dit aussi, c'est que, il y a eu effectivement des espèces de on va dire des pratiques de secret, des pratiques d'euphémisation, Mmh. on va mettre les camps, loin et cetera. Toutes des choses qui font non pas que les gens ne savaient pas, mais qui pouvaient un peu faire comme si ils savaient pas, qu'ils pouvaient voilà, ce rapport à, hem, on peut se dire qu'on ne sait pas, on peut faire comme si on ne sait pas et à force de faire comme si on ne savait pas, on va finir par peut-être vraiment, le croire et ça, c'est quelque chose, dans ce contexte-là très précisément dont parle Primo Levi heu et encore une fois, je pense qu'il y a en fait, il y a plein de formes que ça peut prendre, ces pratiques du faire comme si, du Mmh. faire comme si on n'était pas liés, faire comme si on n'était pas impliqués et comment ça, c'est aussi justement une manière de s'impliquer quelque part. Ouais. Ouais, c'est marrant parce qu'en t'écoutant, je pense à tous les parallèles qu'on peut faire aussi au-delà des contextes guerriers, mais les contextes ici très localement de pauvreté ou d'extrême pauvreté où, c'est très facile en fait de ne pas voir. Ouais. C'est assez facile et il y a tout nous aide à ne pas voir, Mmh. les gens qui dorment, à la rue, et qui Et en même meurent temps, c'est l'hiver impossible de ne pas et le en même temps, on les voit voilà. tout le temps et en même temps, Mmh. c'est très facile de se dire qu'on n'a rien à voir avec eux et qu'on n'est pas en lien avec ça et que rien de ce qu'on fait dans nos vies, Mmh. n'est en lien avec le fait que, une certaine partie de la population soit complètement, Ouais, heu ou pour, aussi digresser un petit peu, moi, je crois quelque chose qui m'a fait m'intéresser aussi, c'est un autre sujet, mais c'est encore un peu ce même type de question. Quelque chose qui m'a fait m'intéresser à ce type de geste-là, ça a été aussi la période, MeToo, mmh où, j'ai été vraiment, très marquée de la façon dont beaucoup d'hommes, et notamment des hommes de mon entourage et cetera, ont été justement complètement surpris par l'ampleur, mmh. des violences faites aux femmes, des violences sexuelles et cetera, mais ils étaient authentiquement surpris quelque part
Et moi, ça m'avait vraiment frappée parce que je me disais: «C'est fou», parce que moi, depuis que je suis petite, je sais très bien quelque enfin, petite, je sais pas, mais c'est un truc la toutes les femmes savent, en fait, et d'ailleurs qu'on ait été victime d'agression sexuelle ou pas, en fait, quelque part, on le sait, c'est toujours proche de nous, en fait. Il y a Mmh. toujours des histoires proches de nous, on les connaît ces histoires, ou en tout cas, on les devine, enfin, voilà. Et je me disais: «Comment ça se fait que ces hommes qui, en fait, sont dans nos environnements tout le temps, heu, parviennent à être si surpris à ce moment-là?» Qu'est-ce qui dans quoi ils ont été pris pour parvenir à être si surpris? C'est simplement de dire qu'ils ne savaient pas du tout, ça me paraît pas très crédible. Mmh. Mais en même temps, ils avaient une vraie surprise, voilà. Donc c'est ça qui, heu, ouais, c'est ce type de questions-là. Mmh. Mais donc il y aurait, oui, enfin, une espèce de point commun ou en tout cas de partage d'un statut d'innocence, Mmh. de tous les côtés, de tous les bons côtés de la ligne, quoi, de tous les côtés dominants des rapports, qu'ils soient impérialistes ou sexistes ou classistes. En tout cas, il y a quelque chose qui permet à ceux qui sont du bon côté, pas trop s'en préoccuper ou Mmh. de se maintenir dans une forme d'innocence. En tout cas, dans une certaine histoire de la violence, parce qu'après je pense qu'il y a d'autres manières d'être, Oui. hem, du bon côté Oui, 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 tout et à fait. de s'en extasier, enfin voilà, des Mmh. choses, dont on parlera sans doute un peu aussi, quelque part. Hem, j'allais dire le deuxième chapitre, je suis même plus sûr que ce soit le deuxième. En tout cas, il y a une partie assez importante du bouquin, il me semble que c'est le deuxième chapitre, où tu t'arrêtes sur les villes, notamment les villes détruites par la guerre et la manière dont on les reconstruit et pas seulement la manière dont on les reconstruit, mais ce qu'on fait des ruines, en tout cas. Ce qu'on fait des ruines, d'un point de vue symbolique, comment on mobilise la reconstruction, hem et au début, j'étais un peu surpris. Alors d'abord, quand je t'avais vu, entendu évoquer cette partie et puis quand j'ai vu, je me suis dit: «Mais bon, pourquoi s'arrêter là-dessus? C'est des cailloux, quoi, bon, c'est juste des cailloux, quoi, des ruines». Enfin, c'est grave et les gens enfin, c'est un drame évidemment, mais pourquoi le matériel a tant d'importance? Et en fait, tu montres à quel point, c'est presque des constructions mythologiques qui renaissent des ruines et qu'elles permettent, plein de récits, qui restent finalement en lien avec la guerre. C'est-à-dire qu'on reconstruit soi-disant pour effacer les conséquences de la guerre, mais en reconstruisant les villes après les bombardements, on ne fait finalement que parler de guerre encore et encore, quoi. Mmh. Ouais. Hem, ouais, je pense que la question que je me suis posée, enfin, si je devais le reconstruire en tout cas, que je me suis posée au départ, parce que donc ouais, cette histoire des ruines et puis aussi surtout comme tu dis de leur effacement, et en Europe le fait que, l'Europe était en ruine et elle a été reconstruite, mais d'une Mmh, certaine manière aussi, c'est ça qui m'a intéressée. Hem, Ce que je disais? Je disais que, donc ça participe de cette même réflexion de la manière dont c'est construit comme un espace de paix, mais c'est un mmh, espace de paix qui est bizarre, et je me disais, il y a, heu, 2 étrangetés. Il y a le fait de, ce dont on vient de discuter, hein, de pas faire le lien entre des gens qui arrivent, en exil, qui sont rescapés de guerre, qui nous concernent directement, mais en fait on fait comme s'il y avait pas de lien. Donc il y a cette question-là, et puis je me disais aussi, il y a un truc quand même, particulier dans le fait que c'est, cet espace en paix, on le pense, alors quand je le dis aujourd'hui, en fait, c'est un peu en train de changer aussi, hein, mais, toi, au moment où j'ai écrit ce chapitre, il y avait mmh. quelque chose de on l'imaginait pas en fait, notre ville en ruine. Ouais. Voilà, on l'imaginait pas. On imagine Bagdad en ruine, on Oui, imagine oui. Gaza, on imagine, il y a plein de villes qu'on imagine en ruine, mais pas les nôtres, quoi. Et je me disais: «C'est bizarre, en fait, quand on y pense, puisqu'en fait, nos villes, elles ont été, alors, pas Bruxelles, mais beaucoup de villes, Oui, oui. elles ont Oui, été en ruine. ouais. Et comment ça se fait que ça a été effacé quelque part, cette histoire-là? Comment ça se fait qu'en fait, il y a toute une histoire de la destruction, de la guerre faite aux villes, et on a été pris dedans ici, et comment ça se fait qu'on l'articule pas, aux aux guerres faites aux villes contemporaines et aux gens qui fuient, et cetera? Alors, bien sûr, en fait, il y a des gens qui l'ont articulé, et cetera, mais en fait, quand même, souvent, il y a une sorte de séparation affective et perceptive, et cetera. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ça et à me rendre compte qu'en fait, on le fait que les ruines, elles ont été effacées,
non seulement, dans la reconstruction, mais aussi, psychiquement et cetera. Ça avait toute une histoire. Voilà, c'est là-dessus que je suis partie. Je me suis dit: «Comment ça se fait qu'on est tellement lié à une histoire des ruines et qu'en même temps, on n'a comme aucun rapport à ces ruines?» Et dans certains cas, tu parles de reconstructions qui sont, aussi un peu, codées ou en tout cas qui sont mises en récit comme, presque comme si on devait remercier la guerre de nous avoir donné l'occasion de Ouais. renaître, quoi. Ah, on va être encore mieux, on va repartir, la métaphore de la table rase ou de je ne sais quoi, il faudrait presque remercier, la destruction de nous donner l'opportunité de Mmh. rebâtir, une ville meilleure et peut-être un monde meilleur, quoi. Et ça presque littéralement dans le discours des urbanistes, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, d'abord, j'ai découvert un texte, mais qui est un texte connu, hein, mais qui est un texte d'un écrivain qui s'appelle, Sebald, un écrivain allemand qui fait partie de la g 1re génération de l'après-guerre allemande et cetera, donc un peu cette génération qui a été en prise avec, heu, avec la période du nazisme, avec la guerre et qui en même temps l'a pas vécu et qui a vécu dans cet après. Il a écrit un texte qui s'appelle «De la destruction», où il parle justement de l'effacement des ruines en Allemagne et effectivement un truc, encore très perceptible aujourd'hui, parce que moi j'habitais en Allemagne dans des villes qui sont des villes reconstruites et effectivement il y a quelque chose de très étrange en fait dans ces centres-villes qui n'en sont pas, où on sent qu'il s'est passé quelque chose, on sent qu'il y a eu un désastre et en même temps justement il y a pas de trace de ce désastre et on pourrait dire: «Bah oui, enfin c'est normal en fait, il y a la guerre, c'est en ruine, on reconstruit». Enfin en ce Mmh mh. sens en fait, c'est normal et Sebald il dit: «Non mais il y a eu un truc où, en fait, il y a eu une espèce d'empressement à, hem, faire l'occasion d'une à faire de la destruction l'occasion d'une sorte de table rase». Voilà, donc ça, c'est ce dont il parle, on pourra peut-être y revenir un peu, dans le cas de l'Allemagne et il en parle à un niveau psychique, mais il en parle aussi à un niveau, effectivement urbanistique et cetera et Mmh du mh. coup, j'ai été voir et effectivement, il y a eu plein de recherches, des travaux là-dessus, sur comment est-ce que ce moment de la reconstruction, ça n'a pas été justement seulement: «On va reconstruire, parce que, enfin, c'est cassé, on va reconstruire», mais comment est-ce que la, la destruction a été vue comme une sorte d'aubaine pour beaucoup d'architectes, d'urbanistes, de politiques et cetera et ce, en fait, déjà au moment de la guerre. C'est ça qui est fou, c'est que déjà au moment de la guerre, tu as des architectes, je sais pas comment ça s'appelle, mais des bourgmestres, Mmh mh. en Angleterre, enfin et à plein d'endroits de l'Europe qui, quand leur propre ville est détruite, disent en fait: «OK, c'est dur. OK, c'est dur. OK, bien sûr, votre premier réflexe, il s'adresse à leurs habitants. Votre premier réflexe, ça va être d'être triste et Mmh mh. cetera. Mais en fait, vous en faites pas parce qu'en fait, c'est aussi une bonne chose. On va enfin pouvoir se débarrasser, de nos vieux quartiers, il y a plein de trucs, en fait, on avait tout un fardeau du passé, on en est enfin débarrassé, on va pouvoir reconstruire la vraie ville moderne» et ça, c'est quelque chose, qui apparaît donc déjà pendant la guerre, qui en fait fait suite à plein de projets, modernistes, Mmh mh. pour reconstruire, moderniser les villes qui existent depuis le début du siècle et qui, va être repris dans la reconstruction. Même si après ces plans vont pas toujours être respectés et cetera, mais il y a vraiment eu un élan et où on n'hésitait pas parfois en fait à se dire: «Bon, la moitié de la rue elle est cassée, bon on va rayer la 2e moitié, comme ça on pourra vraiment refaire une nouvelle rue avec une plus grosse avenue» et cetera et cetera. Donc ouais, donc ça c'était, un rapport à un rapport à la destruction, qui voit dans la destruction effectivement une occasion de table rase et ce motif de la table rase, il me semblait important. Parce qu'en fait, c'est aussi déjà un motif de la c'est déjà la guerre elle-même en fait. Enfin, pas toute forme de guerre, mais en Mmh. l'occurrence, là on parle, si on pense à l'Allemagne, c'était des bombardements, ce qu'on appelait les bombardements de zone. Donc l'idée, c'est pas de viser une cible stratégique, mais c'est de raser des quartiers entiers, quoi. C'est pour ça qu'on parle de guerre faite aux villes, Mmh. ce qui se passe encore une fois à Gaza. Enfin, c'est quand simplement on y va, on bombarde des zones entières, quoi, des zones habitées et notamment en Allemagne, mais aussi, plein d'endroits, c'était ça, quoi et dans cette forme-là de guerre, il y a déjà l'idée de: «On va faire table rase, on va se débarrasser, alors d'une population, mais aussi de tous les liens qui existent sur ce territoire, quoi» Mmh.
Et ça, je trouvais ça assez intéressant et fascinant de voir comment alors c'est pas du tout le même geste, mais comment est-ce que ce geste de table rase, ça appartient à toute une histoire de la guerre moderne, mais ça appartient aussi à toute une histoire de la modernisation elle-même, quoi. Et on voit par exemple, c'est intéressant, Bruxelles qui a Mmh mh. été qui a pas été une ville, détruite par la guerre, a aussi été prise dans l'élan, cet élan de la reconstruction. On parle de bruxellisation. Mmh. C'est devenu un concept en urbanisme pour dire justement le fait de casser, de manière incontrôlée tout un patrimoine, architectural pour pouvoir moderniser. Mais en fait ça fait partie de vraiment cette espèce d'élan de l'après-guerre qui avait trouvé son occasion dans les ruines. Ouais. Le Tu parles de modernité, ça amène à une partie qui vient ensuite dans ton livre où, alors tu parles, je crois que tu commences par parler de la comment est-ce que les guerres modernes ou en tout cas contemporaines ou technologiques, priveraient, les nations guerrières et les guerriers de la vraie confrontation, dure, physique, voilà et donc tu expliques qu'il y a eu tout un discours notamment avec l'arrivée des drones, heu, où les gens presque se plaignaient de dire: «Ah mais ça sera plus la vraie guerre parce qu'il y aura plus, on n'aura plus, la chair contre la chair des autres quoi et on n'ira pas se tuer». Hem et hem et donc tu parles de ça, je crois que c'est d'abord ça et puis ensuite tu amènes sur l'exemple de Faust. Tu fais un Dit comme saut ça, oui c'est ça, on j'avoue se que demande ce que c'est j'ai foutu. oui, Mais oui, c'est ça. je vous jure, il y a du lien dans le livre, ça fait sens. C'est C'est bien mon ce que je fais. c'est ma C'est c'est mon raccourci. Mais et beh, moi je t'avoue qu'au début, je comprenais pas. Pourquoi elle nous parle de Faust? Qu'est-ce qu'il va faire là? Et en fait, ça fait énormément de sens pour essayer de donner une espèce d'illustration de, hem, mais qu'est-ce que c'est, ouais, qu'est-ce que c'est cette modernité? Et pourquoi en fait, Faust et tu parles aussi à la fois de la manière et le quand il écrit cette œuvre et le fait que c'est une œuvre qui lui a pris toute sa vie, enfin, hem et je trouve que c'est enfin, un parallèle intéressant et je voudrais peut-être que tu nous en dises 2 mots. Ouais. Pourquoi Faust? Pourquoi les drones et Faust? Ouais. Bah, alors peut-être pour, d'abord je resitue effectivement, qu'est-ce qui fait que j'en suis venue à un moment à Faust et plus particulièrement pardon, un philosophe, états-unien qui s'appelle Marshall Berman qui parle de Faust et c'est avec ce philosophe que je lis Faust. Mais donc ouais, en fait, quand j'ai commencé à travailler, à lire et cetera, alors je me suis pas mal intéressée à des discours qui entouraient la 1re guerre mondiale Ouais. et où apparaît beaucoup, donc en fait, ouais, je vais peut-être juste dire chaque partie du livre, c'est à chaque fois un peu des ce qu'on appelle des désirs, modernes ou des affects modernes dans leur rapport à la guerre et à chaque fois, c'est des affects, qui sont pas les mêmes, qui sont différents, mais où je regarde comment est-ce que ça se relie et cetera et donc là, on est dans une partie où je m'intéressais à aux liens à certains liens qui se sont construits dans la modernité ou de la part de ceux qui se sont définis comme modernes, des Mmh. liens à l'expérience de guerre et effectivement un peu Ouais. cette idée que la guerre, ce serait le lieu de l'expérience la plus intense, et cetera. Donc une sorte de fascination pour l'expérience de guerre ou pour, aussi l'horizon de la guerre Mmh mh. et je me suis intéressée en lisant des auteurs de l'époque de la 1re Guerre mondiale à la manière dont cette fascination, elle était liée à tout un regard qui était porté sur la modernité et sur l'expérience dans la modernité et un des trucs qui est revenu, que j'ai retrouvé sous toute une série de variantes, c'est un peu l'idée que la modernité, ce serait, hem, le lieu d'une sorte de perte d'expérience. C'est l'idée de la rationalisation du monde, la technicisation, Mmh. une sorte de perte d'authenticité, une Ouais. une perte d'expérience réelle. C'est quelque chose qu'on peut retrouver mmh, alors je travaillais sur Walter Benjamin, mais dans les reprises de Walter Benjamin, on retrouve un peu souvent, cette idée, une sorte de déclin moderne de l'expérience comme ça et je l'ai retrouvé sous toute une série de variantes et face à cela, hem, cette espèce de réponse par l'expérience de guerre, par exemple Ernst Jünger qui est un combattant allemand de la 1re Guerre mondiale, le célèbre écrivain fasciste pour le dire vite,
qui, lui, parle beaucoup justement de l'ennui de la paix moderne, de comment est-ce que ce siècle, enfin, cette ère des Lumières, c'est le lieu de la il y a plus que la raison, il y a plus d'expériences véritablement vécues, et Mmh. comment est-ce que la guerre, elle se présente comme une sorte de réponse à cela. Et autour de cette espèce de dynamique bizarre entre on n'a plus d'expérience et puis la guerre, c'est ce qui va nous rendre l'expérience, il y a toute une série de discours qui viennent se greffer, notamment un discours qui va dire en fait, c'est parce que la modernité, c'est ce moment où justement on manque de vie ressentie, que justement la guerre devient si intéressante. Donc on aura une sorte de récit de la modernité comme étant rationalisation, et cetera, et puis il y a la guerre qui intervient comme une sorte de retour, quasiment orgiaque, de l'expérience, et cetera. Je te coupe, mais tu crois que ça irait avec cette idée que le désir naîtrait d'une forme de manque? Eh ben, ça c'est justement le discours dont je parle là, c'est Ouais, un peu ça. ouais. C'est l'idée de dire il y a une sorte de manque d'expérience dans la modernité et la guerre, c'est ce qui vient rendre cette expérience. Mmh. Et des discours qu'on retrouve, et c'est ça aussi le lien, que tu faisais avec les drones, hein, qu'on a retrouvé un petit peu, avec ces introductions des drones dans les armées, aux États-Unis et puis plus tard en France, et cetera. Ce discours qui dit: «Ah mais en fait les drones c'est quoi? C'est de nouveau cette modernisation qui fait qu'il y a plus que des médiations techniques, qui fait qu'on on on ne fait plus vraiment l'expérience». Même la guerre, c'est plus une vraie expérience, quoi. Mmh. Cette espèce de déception qui m'a intéressée, qui était un peu mon point d'entrée. Et quelque part, il y a quelque chose qui me dérangeait beaucoup là-dedans, dans cette lecture. Et je me suis demandé: «Mais bon, cette idée aussi très massive de la rationalisation du monde, comme s'il y avait une espèce de mécanique de l'histoire moderne qui entraînerait un effet sur l'expérience». Enfin bon, là-dedans, il y a quand même beaucoup de trucs, qui sont pas très satisfaisants. Et du coup, j'ai commencé à me demander: «Mais en fait, ce non pas c'est quoi la modernité, Mmh. mais c'est quoi ce pathos de la Ouais. modernité? C'est quoi ce pathos des modernes? En quoi est-ce que ce discours qui dit: «On a perdu l'expérience», c'est pas un discours qui appartient à un certain pathos, effectivement des modernes? C'est un pathos moderne par excellence, cette impression qu'on a perdu l'expérience et ce besoin de la retrouver. Et c'est là effectivement que je me suis intéressée à ce livre, de Marshall Bergman, qui est un livre qui ça refait le lien aussi avec ce qu'on disait tout à Mmh. l'heure sur les ruines, qui est un livre qui en fait parle pas du tout de la guerre, mais qui parle de tous les pathos contradictoires qui entourent l'histoire de la modernisation et en particulier de la métropolisation. Et ce que dit Bergman, c'est exactement ça. Il dit en fait: «Les modernes, c'est quoi? L'histoire de cette expérience des modernes, c'est quoi? C'est toute une série de relations contradictoires, ambiguës, ambivalentes, et cetera, qui vont se nouer, aux énergies et au rythme de la modernisation. Donc c'est être pris dans les rythmes, être pris dans les énergies de la modernité, être, attiré par ces rythmes. C'est se construire une vie à travers ces rythmes. Mais c'est aussi chercher, avoir la nostalgie d'espaces qui échapperaient à la modernisation. Mmh. C'est avoir, on pourrait dire, c'est avoir la nostalgie des terres vierges. Mais avoir la nostalgie des terres vierges, ça, c'est aussi un truc, les terres vierges, c'est intéressant pourquoi? Du point de vue des modernes, c'est intéressant parce que c'est des espaces à conquérir. C'est évidemment des énormes fictions, ça n'existe pas, les terres vierges, mais c'est des espaces, on va pouvoir aller moderniser, on va pouvoir aller conquérir, il y a pas encore on n'est pas encore pris dans ces rythmes. Et en même temps, donc c'est, développer des moyens techniques heu, pour moderniser, pour être pris dans ces rythmes, et c'est en même temps, dénoncer ces moyens techniques comme nous séparant justement de notre énergie, notre expérience, et cetera. Donc tous ces pathos très contradictoires, on pourrait dire modernistes, antimodernistes, et cetera, c'est des pathos qui, en fait, appartiennent à un ensemble de coordonnées, voilà, ils c'est des affects qui circulent dans un même espace, j'ai envie de Mmh. dire. Et le personnage qui prend, où il dit ça, c'est le premier personnage qui incarne tous ces pathos à la fois, c'est Faust, effectivement. Et donc ça m'intéressait parce que ça me permettait de dire, en fait, même dans le regard qui dit, «Les drones, c'est plus la vraie expérience», le regard qui dit: «La modernité, c'est la perte de l'expérience», et cetera. En fait, là-dedans, il y a des aspirations énormes, justement. Qui dit ça? Qui dit: «On a perdu l'expérience»? C'est quoi le désir qui anime celui qui dit ça? Et dans le cas des drones, on le voit assez bien parce qu'en fait, quand tu regardes, tu disais: «Oui, c'est la perte du corps à corps», mais en Mmh. fait non, c'est pas la perte du corps à corps, c'est la perte notamment de, l'expérience de l'avion de chasse. Mmh. Donc c'est la perte, éventuellement la perte d'un rapport à la vitesse, à une Ouais. intensité de l'expérience par la vitesse, et cetera. Donc c'est des aspirations,
des quêtes d'intensité qui sont éminemment modernes et qui produisent en retour ce regard, qui a peur en fait d'être dépossédé de ses intensités. Et donc ouais, peut-être pour situer pourquoi Faust du coup, Mmh. hem, donc le Faust de Goethe, donc c'est une sorte de on va dire une sorte de mythe littéraire et c'est comme ça que Marshall Bernman en parle et c'est comme ça que je le reprends aussi, qui en fait, agit comme une sorte de fiction qui n'est pas, un mythe fondateur ou un truc comme ça, mais quelque chose qui nous permet de parler de certaines strates de nos expériences ou de certaines strates de ouais, on pourrait dire de notre vie sensible. Donc c'est pas quelque chose qui vient fonder et cetera, mais plutôt quelque chose qui vient, heu, auquel enfin, qui nous permet de comprendre certaines choses qui nous traversent, voilà. Et Faust, il incarne, typiquement un personnage de Moderne qui vient cristalliser toute une série de gestes qui renvoient à ce que j'étais en train de raconter, notamment, hem, pour refaire aussi le lien avec la question de la table rase et cetera, Faust, c'est par excellence le personnage qui, pour pouvoir s'inventer une vie, il a besoin de f heu heu, de produire une sorte de coupure avec, les savoirs anciens. Donc c'est un vieux savant, Faust, en fait, au départ, qui s'ennuie dans son cabinet et Mmh. qui, en fait, il s'ennuie terriblement, il a l'impression qu'il a pas vraiment vécu et cetera et donc qu'est-ce qu'il va faire? Alors il y a l'histoire avec Méphisto qui ré le diable, enfin, on va passer tous les détails, mais en tout cas, ce qu'il fait, c'est qu'il quitte son village, il se débarrasse de tous ces vieux savoirs, qui le pesaient tant et cetera et il part à l'aventure. Faust, c'est l'histoire d'une construction d'une vie aventureuse et où le moteur de cette aventure, c'est sans cesse la recherche hem, de la vie, d'une vie ressentie le plus intensément possible. Une sorte de captation immense de toutes les situations, de tous les endroits où il va et qu'il explore et cetera. Une captation dans cette quête de vie ressentie et à cela vient s'ajouter donc toute une série de phases par lesquelles il passe parce qu'en fait cette quête permanente d'intensité, ça mène aussi au vertige, au vide, donc il y a des moments de vide, des moments où il se sent pas, intensifié mais au contraire complètement vidé intérieurement. Et puis, à cela vient s'ajouter des gestes plus techni plus techniquement modernisateurs, j'ai envie de dire. Faust, à un moment, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à se dire: «En fait, c'est bien beau cette espèce d'aventure un peu solitaire, mais est-ce que ce serait pas d'autant plus passionnant si je commençais à pouvoir transformer la terre? Pas juste me transformer moi et me Mmh. développer moi, mais développer les rivages, canaliser l'énergie de la mer». Hem et une espèce de grande mise en chantier qui est la dernière partie du Faust, de Goethe et où cette mise en chantier de nouveau, c'est une manière pour Faust de s'énergiser à travers de nouveaux rythmes et dans un rapport très expansif à soi et un rapport très conquérant aussi à la liberté. Et donc il y aurait dans, quelque chose de foncièrement moderne, donc ce désir-là, ces envies d'expansion, d'expérience, d'intensité, si pas une cause, en tout cas un lien avec ce que sont et d'où viennent les désirs guerriers de la modernité, quoi. Ils sont en tout cas ancrés dans ça, cette espèce de on veut de l'expérience, on veut de l'intensité, on veut, du de la conquête, et cetera, quoi. Et en même temps, on est tout le temps dans l'inquiétude d'être privé d'aventure, en tout cas, c'est une certaine histoire. Bien Mmh. sûr que c'est qu'une certaine histoire, mais tu prends, pour revenir à Junger, je Mmh mh. parlais tout à l'heure, donc je fais une sorte de longue, je sais pas, enfin je le suis assez longuement, Ouais. on va dire. Mais lui, alors c'est intéressant et c'est amusant pour moi parce que en plus, il utilise tout le temps des métaphores faustiennes, effectivement, donc c'était assez facile de faire le lien. Mais de fait, tu vois, enfin, Junger, c'est quelqu'un qui, justement, nous permet de voir comment toute une série de choses qui nous peuvent nous paraître très différentes et très séparées sont en fait très reliées. Notamment, donc Junger qui est le fondateur d'un concept qui est le concept de mobilisation totale, Mmh mh. qui construit au début des années 30 en Allemagne et c'est en gros l'idée de dire, heu, il faut que tout le temps de la paix se mette à fonctionner au rythme de l'économie de guerre et en fait la guerre doit devenir le moteur, de la production, le moteur de la paix et de la politique. Mmh. Donc les fondateurs de ce concept-là qui après, enfin on va pas faire toute la généalogie, mais en fait c'est l'idée que, d'avoir une société qui fonctionne à l'économie de guerre et cetera, ça va être au cœur, de la politique, nazie. Mais Junger, avant cela, avant les années
début des années 30, et même avant la Première Guerre mondiale, qui va être son grand moment justement, hem, de vitalisation et d'intensité. Avant cela, Junger, c'est quoi en fait? C'est un petit moderne de province, un fils d'industriel qui s'ennuie terriblement dans sa campagne bourgeoise et qui justement rêve d'aventure et alors il a écrit un livre qui est d'ailleurs assez drôle là-dessus. Il raconte comment il a vraiment mis en scène sa fugue quand il était encore, sur les bancs de l'école. Heu, ce qu'il a fait, il l'a vraiment fait, c'est qu'il a été s'enrôler à la Légion étrangère. Oui, oui. Et donc il y a tout un rêve colonial comme ça qui Mmh. peuple, le, l'imaginaire, d'adolescence de Junger, où il est là et commence à lire des livres, des explorateurs en Afrique et il commence à se fantasmer une vie, et alors cette passion justement de la terre vierge, quoi. Il en parle tout le temps: «Je voulais aller là où les sentiers étaient encore non battus, là où aucun être humain n'avait encore mis les pieds». Mais en fait, il parle de l'Afrique, il sait très bien qu'il y a des gens, Mmh. mais c'est pas ça qui l'intéresse, c'est pas d'aller rencontrer des gens. Ce qui l'intéresse, c'est d'aller dans un espace où hem, justement il va pouvoir mettre en œuvre ses désirs d'aventure moderne. Et il donc il y a cette fugue, ça tourne court, c'est tout ça est extrêmement décevant, donc il y a aussi ce pathos de la déception qui m'intéresse beaucoup parce que ça revient tout le temps dans ce type de récit. On attend l'expérience, on attend l'aventure et puis après on est déçu. Mais quand on est déçu, en fait, quelque part, ça ne fait que fructifier notre attente. Comme si la Heu, déception, c'est les ruines de c sur c'est lesquelles on regagne ouais, c'est ça. encore de l'énergie La guerrière et du déception désir. elle-même devient une sorte de stimulant et donc il rentre, il est déçu et puis là, août 14 quoi, 1re guerre mondiale et là il se dit: «Là, ça y est, c'est là, ça va être la vraie aventure, quoi» et cette aventure, du coup, elle se transforme parce que c'est plus, ça n'a plus rien à voir avec, la Légion étrangère, c'est la guerre industrielle et Mmh. donc il doit la réinventer aussi cette aventure et la manière de la décrire et la manière de se propulser à travers l'expérience de guerre. Hem, il y a une autre chose dont tu parles, plutôt dans la fin du livre et tu parles à cette occasion beaucoup de Klaus Teweleit, je le dis bien? Ouais, Teweleit, tu dis bien. que moi j'ai découvert, cette année, notamment avec un bouquin qui s'appelle, Fantasmagorie, mais il y a aussi un livre, chez Météor qui est sorti, La possibilité d'une vie non fasciste et en lisant la dernière partie de ton livre et la conclusion aussi, ça m'a permis d'éclairer un peu une impression que j'avais eue en lisant Thelolite et sur laquelle j'arrivais pas à mettre de mots, et notamment Fantasmagorie, au début, je me disais: «Mais c'est très littéraire, c'est presque une analyse de texte qu'il fait». Mmh. Et donc, en gros, il étudie les textes d'auteurs, on pourrait dire, fascistes, mais après la guerre ou même Après la avant, Première Guerre après la mondiale, ouais, Première c'est Guerre ça. mondiale, Ouais. voilà. Notamment les biographies et les récits Mmh. personnels et intimes de ceux qui deviendront les architectes du nazisme ou en tout cas, des corps francs et cetera. Et donc je me disais: «Mais c'est juste de l'analyse littéraire, bon c'est intéressant, on rentre un peu dans leur tête et cetera». Mais ce que tu expliques un peu et c'est un peu la démarche que tu as voulu avoir, je crois, dans ta démarche d'analyser les désirs guerriers, c'est, on va pas juste regarder, alors Théveleit, c'est les nazis, mais on va pas juste regarder les nazis ou les guerriers ou les gens qui ont envie de guerre en essayant de les analyser d'un point de vue psychologique ou de prouver qu'ils ont eu tort historiquement ou de disséquer, leur cerveau pour comprendre, à quel point ils ont tort. Non, tu essaies de faire autre chose quoi, de Théveleit et toi ou en tout cas de proposer ça, de dire: On va un peu marcher avec eux, quoi. Marcher à côté d'eux pour vraiment essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche et tu dis que du coup, ça permet aussi de comprendre peut-être ou de découvrir des nouvelles pistes sur, qu'est-ce qu'on fait contre les désirs guerriers? Qu'est-ce qu'on fait contre le fascisme, contre, ce genre de désir destructeur, quoi? J'ai pensé en venant ici, je me disais, il y a presque une sorte de sous-fil de la série des entretiens que tu fais, j'ai Ah l'impression. OK. Bah, oui, mais parce que, Ah tu vois, cool. Michael Tempête, c'est de ça aussi. Enfin, Oui, oui, oui. en fait, c'est chaque fois, c'est quand on se met à poser cette question du désir, tu vois? C'est quoi les désirs qui habitent, l'homophobie? Enfin, Ouais, il en ouais. parle très, très bien. Mmh. Et puis, Norman Najary qui parlait des désirs, négrophobes. Mmh. Ce moment où les blancs se mettent à
comme je pense qu'il disait, à délirer sur les noirs, quoi. Et une Mmh. espèce d'enthousiasme qu'ils y mettent à ce moment-là. Et maintenant que tu le dis, à contrario, Hélène Gianecchini, elle parle de désir d'amitié, de désir de faire filiation, de désir de De désir, on pourrait dire antifasciste, quoi, ouais, quelque de part. Enfin, branchement peut-être on pourrait ouais, rebondir. peut-être. Ils Ouais. existent aussi, heureusement. Mmh. Mais en tout cas, et effectivement, je pense que ce que ces questionnements ont en commun, après, avec toutes les différences, et cetera, c'est l'idée de dire, en fait, la l on va dire les habitudes classiques de la critique, Mmh. où on va déconstruire, on va montrer que quelque chose, que ça tient pas la route, on va montrer que c'est des préjugés, on va montrer que, hem, qu'il y a des illusions justement qu'il faudrait dévoiler, et cetera. Et on va amener une approche, on va essayer de rationaliser la situation pour éviter que les gens en aient une compréhension irrationnelle, et cetera. Je pense que ce que peut-être nos différents gestes ont en commun, c'est le fait de dire en fait: ce truc-là, de la critique, ça va pas nous aider. Ça va pas nous aider à comprendre pourquoi ça marche, Mmh. heu, fascisme, parce que donc il y a une partie du livre où je me demande comment est-ce que ces rapports, ce dont on discutait tout à l'heure, hein, ces quêtes d'intensité dans la guerre peuvent muter en fascisme, sans dire c'est toujours fasciste, hein. Mais je prends le cas justement de Junger en me demandant, voilà, comment est-ce que lui, qui est pris dans ses désirs modernes beaucoup plus larges, heu, comment est-ce que ces désirs deviennent une sorte de petite machine fasciste, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mmh. Bref, mais donc la question du désir, c'est de se demander qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qui nous anime? Dans quoi on est pris? C'est voilà, qu'est-ce qu'on y trouve, quoi, quelque part? Et cette question-là, ça m'amène à Klaus Teveleid parce que en fait, c'est toute une tradition, hein, qui pose cette question. Moi, dans, on va dire, la tradition dans laquelle je m'inscris, ça commence avec Wilhelm Reich qui pose cette Mmh. question au moment de la montée du nazisme en Allemagne, où il dit, en fait, il discute avec les marxistes, il est lui-même marxiste, mais un marxiste, assez hétérodoxe, quoi. Il dit, en fait, on essaye tout le temps d'expliquer ce qui est en train d'arriver, on essaie d'expliquer l'adhésion de toute une partie de la population au nazisme, en montrant comment est-ce que justement ils se font illusionner, Mmh. comment est-ce qu'en fait ils sont aliénés, et on va aller expliquer des causes objectives, décortiquer ces causes, et on aura expliqué le problème. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, quand on fait ça, justement, on passe en partie à côté du problème parce qu'on se demande pas, justement, on pose pas cette question de oui, mais qu'est-ce qu'ils y trouvent? Ils sont pas juste aliénés, ils y trouvent quelque chose, alors c'est quoi? Et dans quelle histoire affective ça s'inscrit? Puis c'est une question qui est reprise par Deleuze et Guattari et qui est reprise par Teveleid. Et Teveleid, donc dans cette étude à laquelle tu faisais allusion, à Fantasmagorie, qui est donc un livre qui paraît vers la fin des années 70, en 77, et où il étudie tout un corpus, tu l'évoquais, d'auteurs, les Freikorps, donc c'est des milices fascistes allemandes qui se constituent après la Première Guerre mondiale, donc c'est cette période, on est avant le nazisme, mais beaucoup de ces combattants vont ensuite rejoindre le parti Mmh. nazi. Et ce que j'ai trouvé très fort chez lui et très important, et qui explique aussi pourquoi cette démarche très littéraire, où effectivement on suit comme ça ces corpus de ces auteurs fascistes et on entre vraiment dans leur univers, c'est que Teveleid, il appartient à une histoire, où il n'a pas vécu le nazisme, mais il est né, pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc il grandit juste après. C'est comme Sebald, c'est la même Mmh. génération. C'est un fils de nazi, comme plein de gens. Il il grandit dans un monde où en fait, alors en plus il y avait tous les tabous, et cetera. On n'en parlait pas, on parlait pas de la Shoah, très, 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 très peu. Hem, donc un monde où on n'adresse pas en fait cette histoire, et en même temps elle est tout le temps présente, et en même temps en plus c'est les gens qui y ont participé qui sont en train heu, ben, de vous éduquer, quoi. Enfin je veux dire, c'est la génération des parents, c'est la génération des nazis, quoi, et qui sont toujours là, qui ont gardé leur boulot, et cetera. Et la question qu'il pose, c'est, qu'est-ce qui nous reste de cette histoire? Qu'est-ce qui s'est transmis? Mmh. En quoi est-ce que ça concerne aussi mon corps, quoi? En quoi ça concerne mon corps? En quoi est-ce que en fait, je suis pas responsable de ce qui s'est passé, mais je suis liée à cette histoire, j'en hérite d'une certaine façon. Et c'est pour répondre à cette question, pour essayer de comprendre, comment ça le traverse,
qui se dit: «Il faut que je trouve une manière d'accéder à cette histoire des corps» et qui découvre ce corpus donc de ces auteurs, corps francs où justement ces auteurs parlent avec énormément de, enfin, c'est sans faux semblant, quoi. Quand Mmh. ils parlent, quand ils parlent de ce qui les a animés, dans quoi ils ont été pris, ils en parlent et justement ils produisent aussi sans cesse du désir à travers leur écriture. C'est ça qui intéresse Tavelas. C'est-à-dire comment est-ce que les désirs, ça se produit, comment ça se façonne, comment ça se consomme et cetera et comment est-ce que l'écriture elle-même, c'est une sorte de prothèse par lesquelles ils sont en train de se Mmh. construire justement leurs désirs. Hem et donc ils s'intéressent à ces textes et c'est la question qu'ils posent, c'est justement celle-là, quoi. Comment comprendre le type d'attrait qui a été à l'œuvre, pour eux? Et s'il a besoin de poser cette question, c'est justement parce qu'il peut pas juste se contenter d'analyser ça de l'extérieur en disant: «Moi, j'ai rien à voir avec cette histoire, je l'analyse très objectivement» et cetera, mais qu'il doit comprendre il doit comprendre comment est-ce que c'est une histoire qui a pris les corps Mmh. et donc il a besoin de se frayer un accès sensible, à cette histoire. Et ça passe aussi par sa propre démarche d'écriture du coup, se frayer un accès sensible, justement. Ouais. Tu dis au début de ta conclusion: «Si on peut déconstruire une idéologie, on ne peut pas déconstruire un désir. Un désir perd de son pouvoir mobilisateur, non pas parce qu'il a été suffisamment disqualifié, mais parce que d'autres désirs trouvent leur chemin à travers nous et gagnent en puissance». Et donc, il y a une partie de ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire, moi je fais le parallèle très rapidement avec, bah, les montées des fascismes en Europe ou, la manière qu'on a de parler de, les lecteurs du RN ou les électeurs du Mmh. RN comme une espèce de masse de gens qui se tromperaient, qui n'auraient pas compris, qu'il faudrait comprendre, expliquer, éduquer et cetera. Et donc on efface le désir qu'il y a. C'est-à-dire que si les gens, sont attirés par le racisme, le fascisme et cetera, c'est que ça c'est que c'est il y a un désir, enfin ça répond à quelque chose de plus puissant que juste, une espèce d'ignorance. Et en même temps, tu dis, bah, du coup, contre ça, il suffit pas de ça se déconstruit pas un désir, ou en tout cas, ça peut s'expliquer, mais on peut pas le Le débrancher. ouais, le débrancher ou le neutraliser, quoi. Mmh. Il faut d'autres désirs contre ça, quoi. Il faut Mmh. reconstruire d'autres désirs Mmh. contre ça. Et c'est un peu la porte, les pistes que tu proposes à la fin. Mmh. Tu trouves des exemples de comment est-ce que des désirs contre, enfin des désirs, je dirais pas anti, mais heu, au moins aussi puissants, et qui permettent d'offrir des alternatives, ont pu se développer. Et le fil conducteur un peu de ces exemples que tu donnes, c'est la notion de branchement. Et l'autre fois, quand tu étais avec, enfin, la présentation du livre, tu listais un peu, hem, heu, les styles culturels, les genres musicaux, les genres, littéraires, les espaces, de création qui ont fait que, bah, des branchements ont permis de créer des désirs plus forts que le désir du fascisme, plus fort que le désir de la guerre, quoi. Mmh. Ouais. Ouais, c'est ça et et aussi ce qui est important et aussi pour comprendre ce rapport au branchement et cetera, c'est que, hem, une je trouve qu'une peut-être une mauvaise question, une question qui nous aide pas beaucoup, c'est en fait souvent et là je le remarque chaque fois qu'il y a une discussion, autour de ce livre, on me demande toujours: «Mais du coup, quels autres imaginaires?» Tu Mmh. vois? C'est la question qui revient tout le Mmh. temps et on traduit vite aussi cette question la transformation des désirs par la question des autres imaginaires et j'essaie d'approcher, c'est des pistes, hein, c'est la fin du livre, hein, mais j'essaie d'approcher cette question de comment ça se transforme le désir, justement en m'écartant un petit peu de cette tendance actuelle de se demander quels autres imaginaires parce que j'ai l'impression que en fait, quand on demande à cette question heu, quand on pose cette question de quels autres imaginaires, là derrière, il y a une volonté de s'éloigner de les lectures plus classiques en termes d'idéologie, de dire ce serait quoi la bonne idéologie, Mmh. comment on va redonner une idéologie, et cetera et donc quand on utilise le terme d'imaginaire, il y a un peu l'idée de on va arrêter de faire ça, ce truc un peu trop, cadenassé avec, la ligne, le recrutement, dans la bonne ligne, et cetera. Mais en fait, je trouve qu'on refait la même chose. Parce que quels autres imaginaires? Il y a à nouveau cette idée un peu volontariste Mmh. de se dire en fait,
les gens, ils sont pris dans des mauvais imaginaires, où ils manquent d'imaginaire Mmh. et donc on Oui, va comme l'imaginaire, ça donne l'idée d'un corpus presque, quoi. ouais, un truc un peu, Ouais, alors on va trouver le bon imaginaire, on va le ouais. mettre là, on va le regarder, on va se dire: «Ah OK, ça c'est bien, ça va dans la bonne direction» et puis on va se demander comment est-ce qu'on va pouvoir être recruté par cet imaginaire. Il y a un truc assez volontariste et aussi très, un peu en abstraction de ce qui nous habite déjà, en Mmh fait. mh. Je caricature un peu, hein, parce que certainement qu'on peut faire plein de lectures beaucoup plus fines que ça de la question de l'imaginaire, mais en tout cas dans le type de questionnement, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup, comme s'il fallait se projeter dans une autre scène de l'imagination et faire abstraction de notre présent et de nos histoires qui seraient beaucoup trop pauvres, quoi. Et je trouve que la question du désir, ça permet au contraire de se demander, hem, qu'est-ce qui nous traverse peut-être déjà en partie? Et aussi de se dire en fait, il y a pas un désir, il y a toujours des scènes de désir en conflit, il y a toujours des hétérogénéités d'histoire qui se jouent. Quand on parle de désir en fait, enfin, ouais, moi je m'inscris dans toute une tradition qui pense pas du tout le désir comme, voilà, on a une sorte de pulsion qui viendrait s'exprimer à partir de nous-mêmes. Le désir, c'est plutôt on pourrait dire les liaisons dans lesquelles on est pris et qui nous façonnent Mmh. de l'intérieur, quoi. Les désirs, c'est quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre de la liaison. Ces liaisons, elles sont c'est pas juste entre, 2 personnes ou 2 choses, enfin, une personne et une chose et cetera, mais c'est tout des agencements, ces liaisons, elles passent par toute une série de choses, elles passent par des histoires, enfin voilà, donc le désir, c'est tout un façonnement historique, social et cetera et je trouve que, heu, quand on regarde les choses de cette manière-là, ça rend plus riche la question de comment, ça veut dire quoi de la qu'est-ce que c'est que des transformations? Parce que Ouais. ça implique de se demander, en fait, avec quoi on est lié, avec quoi est-ce qu'on peut se lier, quelles sont les histoires, quel type d'héritage on peut fabriquer et cetera et effectivement, ce que je fais dans la conclusion, c'est que, hem, j'essaye de voir comment est-ce que les moments de lutte, en fait, contre des guerres, contre des impérialismes et cetera, en Europe, puisque c'est ma scène, hein, c'est l'Europe, même l'ouest de l'Europe. Comment est-ce que ces moments de lutte ont été chaque fois liés à une capacité à justement à se fabriquer d'autres héritages, voire parfois à recomposer aussi autrement avec certains de ces désirs modernes que j'avais étudiés. Donc il ne s'agit pas forcément d'en faire table rase, mais comment est-ce que quand c'est pris dans d'autres articulations, ça se met à raconter toute autre chose. Mmh. Hem et ouais et peut-être pour rendre ça un peu plus concret, un moment qui est important à ce niveau-là, c'est bien sûr, toutes les mobilisations contre la guerre du Vietnam. Ouais. Donc, heu, c'est pas seulement en Europe évidemment, dans les années 60, 70, où là, on voit bien comment est-ce que la réflexion sur, très concrètement quoi, sur les désirs, s'est articulée, heu, à une lutte anti-impérialiste et comment est-ce que cette lutte anti-impérialiste, elle a été rendue possible par toute une série de connexions entre des histoires qui étaient peut-être pas connectées jusque-là. Notamment, heu, en Allemagne, pour revenir à ma scène de départ, qui Mmh. est donc 68, c'est la génération, c'est toujours la même génération de Teveleit et cetera, donc c'est ceux qui ont grandi dans cet après-coup du nazisme et cette période des années 70, c'est un moment où ils se confrontent à leur propre histoire, hem et où en même temps, il y a toute une série d'articulations qui vont se faire, notamment, via par exemple quelqu'un comme Marcuse, Mmh. philosophe, juif allemand exilé aux États-Unis, des articulations qui vont se faire qui font que leur rapport à leur histoire va se connecter, à la situation des Afro-Américains, qui eux-mêmes faisaient le lien entre la guerre impérialiste, au Vietnam et les luttes, enfin leur situation et les luttes d'indépendance des Suds et cetera. Donc toute une série de situations qui se relient concrètement, hem, à certains moments des luttes, quoi. Un internationalisme, du désir, quoi. Bah, oui, ouais, c'est ça et je pense que je pense que poser cette question dans les termes du désir, c'est important parce que, hem, c'est aussi une manière de dire en fait, le je sais pas, notre humanisme, notre, comment dire? Le fait qu'on puisse être dévasté, de savoir ce que des gens, subissent, à plein Mmh. enfin, dans des guerres et cetera, que tout ça c'est bien, mais que ça va pas suffire quelque part. Que
ces moments, en fait, où tu as des grandes mobilisations anti-guerre, c'est aussi des moments où, ceux qui entrent dans ces lites sont pris dans des nécessités vitales. Hem, ils sont pris eux-mêmes dans une transformation et ils ont besoin de cette transformation et ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien, avec ces Allemands de l'après-guerre, en fait. Et ces transformations, elles se font pas toutes seules. Donc ils ont besoin, en fait, de se connecter, aux afro-descendants, ils ont besoin de se connecter, aux luttes des Suds et cetera. Ils en ont aussi besoin pour eux-mêmes parce ils ont besoin de se transformer, on ne se transforme pas tout seul. Je fais juste un rappel et voilà. Tadadam, et là, je dois faire ça. Ça s'appelle les désirs guerriers de la modernité. C'est au Seuil et c'est disponible dans toutes les bonnes librairies, chez Météor évidemment. Merci Déborah. Merci Raoul.